Et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode du podcast qui est consacré aux archétypes féminins et aux mémoires transgénérationnelles du féminin. Dans la première partie de ce podcast que je vous conseille d'écouter, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est l'épisode précédent. Je vous parlais de mon approche avec les archétypes et de comment je reliais les archétypes intérieurs et notamment les 4 archétypes majeurs féminins aux mémoires de nos lignées féminines. Et donc dans ce deuxième épisode, puisque c'était un épisode en 2 parties, je vais vous parler de ces 4 archétypes un petit peu plus dans le détail et de quel lien moi je fais avec les mémoires, de quelle mémoire en fait chaque archétype nous parle. Je vais commencer tout de suite avec l'archétype de la jeune fille. L'archétype de la jeune fille, on le relie facilement à l'archétype de l'enfant intérieur. Parfois, quand on n'est pas forcément familiarisé avec cette notion d'archétype, qu'encore une fois, j'explique dans la première partie de cet épisode, l'enfant intérieur, c'est quelque chose qui va nous parler. C'est un concept qu'on utilise quand même beaucoup aujourd'hui en psychologie. Et dès qu'on entame, on va dire, une quête de soi dans le développement personnel, spirituel, etc., on parle beaucoup de l'enfant intérieur comme cette partie de nous qui contient finalement toutes les mémoires de ce qu'on a vécu quand on était enfant. D'ailleurs, j'ai fait un épisode entier de ce podcast à ce sujet. Donc la jeune fille, pour moi, c'est un petit peu cette partie-là. Elle vient nous parler en tout cas de notre enfant intérieur, donc de ce qu'on a vécu quand on était enfant, quand on était jeune fille, notamment jeune femme aussi. Et tout comme l'enfance, elle porte une énergie de spontanéité, de joie, d'insouciance, de l'enthousiasme, de l'optimisme, un petit peu un côté d'espoir aussi, mais aussi parfois elle va nous parler d'un sentiment de naïveté ou de vulnérabilité. Donc on retrouve vraiment l'image d'un enfant finalement qui va être dans le présent, qui va être assez innocent, mais qui peut être aussi vulnérable d'une certaine manière. Cet archétype, donc, quand il est équilibré à l'intérieur de nous, quand on ressent cet archétype à l'intérieur de nous, on va avoir la capacité de se connecter donc à la joie, au plaisir, aux choses qui nous font du bien, qui ne sont pas forcément utiles au regard des adultes ou de la société, mais qui nous font du bien. Ça peut être chanter, danser, jouer, aller en nature, voilà, être vraiment dans quelque chose de plaisir, d'agréable. Cette jeune fille, lorsqu'elle est en déséquilibre, elle peut être donc, je rappelle, il y a différentes manières de ressentir les archétypes, soit donc ils sont équilibrés, c'est ce que je viens de partager, soit on peut dire qu'ils sont en sur-régime, c'est-à-dire qu'ils sont très très présents, qu'on ressent beaucoup cette part de nous, voire même qu'ils prennent la place sur les autres parts de nous, soit en sous-régime, c'est-à-dire qu'on ne les ressent presque pas finalement. Une jeune fille en sur-régime, ça peut être quelqu'un qui a peur de grandir. Vous savez, parfois on parle de femmes-enfants, voilà un petit peu des femmes dans un corps de femme, mais qui se comportent parfois un peu comme des enfants, comme quelqu'un de pas forcément toujours mature, pas forcément responsable, donc qui peut avoir du mal à prendre ses responsabilités. Quelqu'un qui peut attendre un petit peu que les autres fassent à notre place. On va être en demande par rapport aux autres, etc. Ça pourrait être une jeune fille en sur-régime ou quelqu'un qui est très dans l'insouciance, mais aussi du coup dans une forme de naïveté, qui pense qu'à s'amuser, alors qu'en tant qu'adulte, on a aussi des responsabilités d'adulte. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre entre les deux, et qui se soucie pas forcément des choses sérieuses, entre guillemets, et qui ont aussi leur importance. Et puis, une jeune fille en sous-régime, là, ça peut être des personnes qui, au contraire, sont dans l'hyper-responsabilité, dans l'hyper-contrôle, qui ne vont jamais s'autoriser la spontanéité, la joie, qui vont avoir besoin de planifier les choses, qui vont avoir du mal, en fait, à profiter de l'instant présent aussi. Il y a vraiment cette question-là, et à se connecter au plaisir et à la joie, tout simplement. Ça, au niveau des mémoires... l'archétype de la jeune fille, il peut avoir été étouffé, par exemple, s'il y a des générations de femmes qui ont dû assumer des responsabilités trop tôt, qui ont pu perdre un peu ce côté innocent et léger de la jeunesse, des circonstances dans lesquelles l'insouciance n'était pas forcément permise, alors soit des mariages précoces, du travail dès l'enfance, des devoirs familiaux lourds, ou alors on a été ce qu'on appelle parentifié, c'est-à-dire que on est devenu adulte très tôt, à l'âge où normalement on est encore un enfant et on a dû par exemple s'occuper de nos parents, s'occuper de nos frères et sœurs. Tout ça, c'est ce qui peut faire que la jeune fille à l'intérieur de nous, elle a du mal à prendre de l'espace, et voilà,
va pas réussir en fait à prendre pleinement sa place. On peut aussi se sentir bloqué dans une quête éternelle de jeunesse pour compenser ce manque. Peut-être qu'il y a deux manières de réagir. Donc peut-être que si on a été responsable très tôt, et ben finalement à l'âge adulte, on retrouve de l'espace et de la liberté pour être dans quelque chose de plus joyeux, de plus léger, mais peut-être au prix d'un rejet de toutes les responsabilités, le refus de grandir, le refus de faire des trucs d'adultes et des trucs sérieux. Voilà pour la jeune fille. Le deuxième archétype intérieur qu'on peut nommer, c'est l'archétype de la mère, donc comme son nom l'indique, qui nous renvoie au côté maternel, à l'amour maternel, qu'on soit mère d'un autre être humain, d'un enfant, ou simplement l'amour maternel qu'on peut apporter à nos proches, aux personnes qu'on aime et à nous-mêmes, bien évidemment. Donc la mère en équilibre, elle nous parle de bienveillance, de générosité, c'est la capacité à nourrir, à prendre soin des autres, c'est la protection. La mère, elle est vraiment connectée à l'abondance, au fait de donner et de recevoir, à cet équilibre-là. D'ailleurs, notre relation avec notre mère a beaucoup d'impact aussi sur notre relation à l'abondance et au succès, j'y reviendrai sans doute dans un prochain épisode. En déséquilibre, la mère, elle peut avoir une tendance à l'épuisement en prenant soin des autres au détriment d'elle-même. Donc par exemple, être dans une forme de surprotection, de culpabilité si elle ne fait pas assez bien, etc. Ou alors, la mère peut être aussi totalement déconnectée, c'est-à-dire qu'on peut avoir du mal à être dans ce rôle-là de mère, à la fois pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Ça peut aussi nous parler de toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir dans nos lignées par rapport à la maternité. Donc au fait de concevoir un enfant, quand il y a eu par exemple des grossesses arrêtées, des avortements, des difficultés dans le lien mère-enfant, ce qu'on appelle le mouvement interrompu, c'est-à-dire des séparations entre la mère et l'enfant qui ont été précoces, donc très très tôt après la naissance par exemple, ou dans la petite enfance. Tout ça, en fait, tout ce qui vient influencer le lien mère-enfant, la maternité et la grossesse aussi au sens large, c'est vraiment des mémoires qui vont impacter notre relation à cette part de nous, à cette part de mère à l'intérieur de nous. Donc par exemple, dans les lignées dans lesquelles les femmes ont joué aussi un rôle de mère sacrificielle, par exemple en portant tout le poids des responsabilités, cet archétype intérieur de la mère, il peut être chargé de souffrance. On peut avoir hérité par exemple de la croyance que pour être une bonne mère, il faut sacrifier ses désirs personnels ou en faire toujours plus. Par exemple, si on a vu notre mère, nos grands-mères dans ces rôles-là, c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance naturellement en fait à reproduire. Si nos ancêtres, je le disais, ont vécu des pertes, des abandons, des difficultés à concevoir ou à élever leurs enfants, ça va aussi influencer notre rapport à la maternité, au fait de materner, de prendre soin. Donc le lien à la maternité, qu'il soit réel, je le disais, en devenant une maman, en transmettant la vie à un enfant, ou bien en incarnant en fait cette partie-là à l'intérieur de nous, notamment pour nous et pour les autres. Donc ça va vraiment jouer là-dessus avec notamment s'il y a eu des pertes, des mères qui ont peur de tout, qui ont peur qu'il arrive quelque chose de mal, qui vont être dans une forme de surprotection, voire d'étouffement aussi de l'enfant. Le troisième archétype dont on peut parler ici, c'est l'enchanteresse. L'enchanteresse, c'est celle qui va nous parler en équilibre, en tout cas qui va nous permettre de nous connecter à notre créativité, à notre magnétisme, à notre charme, également à la séduction, à l'indépendance, l'autonomie. C'est aussi la confiance en soi, la capacité à prendre sa place. Avec l'enchanteresse, on prend notre place. C'est un peu, si vous voulez, j'aime pas trop cette image, mais un peu la femme sauvage, la femme libre à l'intérieur de nous, celle qui suit finalement sa propre voie, affranchie des croyances, affranchie du regard de l'autre, qui s'autorise, qui ose en fait. En déséquilibre, l'enchanteresse, elle peut tomber dans une forme de manipulation ou un besoin excessif de contrôle. Elle peut, par exemple, utiliser de son charme pour obtenir ce qu'elle veut, être dans une forme aussi d'hyperactivité, d'hyper-réflexion, d'hyper-mentalisation, puisque l'enchanteresse, elle nous parle beaucoup de notre sphère mentale. Donc de comment on va utiliser aussi notre mental pour nous guider au quotidien ou dans un côté plus limitant du mental qui cherche à contrôler, etc. Donc l'enchanteresse, elle peut être difficile à incarner dans certaines dynamiques familiales, notamment quand la féminité a été réprimée ou mal perçue. Le fait d'être dans la séduction, d'être dans sa puissance, entre guillemets, de femme et du féminin,
selon comment ça a été perçu, selon l'image que nous ont renvoyée les femmes de notre famille, de nos lignées, on va avoir plus ou moins de la facilité à laisser de la place à l'enchanteresse. Il peut y avoir des femmes qui ont été éduquées à se méfier de leur pouvoir personnel, de leur sensualité, des femmes qu'on a élevées aussi comme des hommes pour ne pas plaire, pour ne pas susciter un désir quelconque chez l'homme. Donc ça peut être fait dans une forme de protection, mais ça peut aussi être très enfermant. L'enchanteresse, elle est intéressante pour moi à aller connecter, à aller travailler sur toutes les mémoires justement autour du couple, la place dans le couple, le lien entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, et puis toutes les mémoires qui peuvent être en lien avec donc la sensualité, mais aussi la sexualité. Donc quand il y a des blessures aussi à ce niveau-là, quand il y a par exemple des abus, quand il y a eu des traumas à ce niveau-là, l'enchanteresse peut être blessée, et donc c'est vraiment cette part de nous qui est dans sa puissance, dans son magnétisme, dans sa séduction, encore une fois, qui peut avoir du mal à s'exprimer, justement parce qu'il y a pu y avoir des traumas et il y a une forme de protection ou d'hypervigilance qui va être mise derrière sur cet archétype pour ne surtout pas ressentir en fait un quelconque danger, voire même de la honte. Donc il y a aussi cette question de honte avec l'enchanteresse, la peur du jugement, la peur de la désapprobation sociale aussi en fonction de la place qu'on va lui laisser et de la place qu'on va s'autoriser en tant que femme. Elle est très, l'enchanteresse, en lien aussi avec l'image sociétale de la femme. Voilà, comment la société voudrait que les femmes soient. Donc évidemment, il y a aussi des liens avec le patriarcat, la domination masculine, l'énergie du masculin, non pas sacrée, mais toxique. Voilà, peut-être que ça parlera à certaines qui écoutent ce podcast. Et puis enfin, le dernier archétype, c'est celui de la femme sage, qu'on appelle aussi la sorcière parfois. La femme sage qui, en équilibre, a la capacité de nous connecter à notre intuition, à percevoir des vérités cachées, à offrir des conseils empreints de sagesse. C'est vraiment l'énergie de tranquillité, de sérénité, de compassion. C'est celle aussi qui va être connectée aux forces du vivant, au cycle, qui a la capacité de passer du temps seule, de se retirer un petit peu dans sa grotte pour se connecter à elle, en retirer de la sagesse. Et en déséquilibre, elle peut amener une certaine forme de distance, de cynisme, du repli sur soi, de la solitude à l'extrême, à outrance en fait, la capacité d'avoir personne, à vouloir rester tout le temps seule. Et une déconnexion aussi des cycles du vivant, de son intuition. La femme sage, elle nous parle aussi de notre relation au corps, donc elle est aussi intéressante à travailler en fonction de la relation qu'on a avec notre corps, la capacité d'être dans l'instant présent, en pleine conscience, comme on entend souvent, et dans la contemplation. Elle est vraiment dans la contemplation, la femme sage. Donc, la présence de la femme sage en nous, elle peut être plus difficile à sentir, à cerner, quand par exemple on vient d'une lignée familiale dans laquelle on a valorisé l'action, la performance, la productivité, au détriment de l'introspection et de la contemplation. Quand la sagesse, elle a pu être confondue avec la soumission, avec la passivité, quand l'intuition a été dévalorisée face à la raison, quand on vient par exemple d'un environnement très cartésien. Donc les mémoires familiales, elles peuvent rendre le chemin en tout cas plus difficile pour connecter à cette sagesse intérieure. Et puis cet archétype, il peut aussi nous parler de souvenirs de femmes marginalisées ou incomprises pour leur savoir, pour leur intuition, des femmes médecines, des femmes guérisseuses, des femmes sorcières, comme on peut les appeler aussi, qui peut-être ont été pourchassées. Il y en a malheureusement sans doute dans toutes les lignées, parce que l'histoire du féminin porte vraiment très très fort cet archétype de la sorcière pourchassée pour ses dons finalement. Donc on peut aussi avoir peur de ces propres dons-là, notamment si dans nos lignées ou dans nos mémoires personnelles, il y a ce type de relation aussi à cette spiritualité et à cette sagesse intérieure. Quelques questions que je vous invite aussi à vous poser si vous avez envie d'explorer un petit peu ces archétypes, et puis au-delà des archétypes, vraiment surtout l'histoire du féminin dans votre lignée et l'image qui a été véhiculée du féminin dans vos lignées. La première question, ça pourrait être quelles femmes ont été ma mère,
mes tantes, mes grands-mères, mes arrière-grand-mères, toutes les femmes avec lesquelles j'ai pu grandir, que j'ai côtoyées, quels sont les mots qui me viennent lorsque je pense à elles, lorsque je pense à leur histoire, à ce que je sais d'elles, évidemment, à ce qui m'a été conté, quel a été leur vécu, d'après ce que je sais. Vraiment noter les premières choses qui vous viennent. Quelle image de la femme l'inconscient familial a-t-il véhiculé ? Est-ce que les femmes dans ma lignée, c'est plutôt des femmes libres, solides, fragiles, soumises, indépendantes ? Est-ce qu'elles ont le droit d'exister ? Est-ce qu'elles ont fait des études ? Est-ce qu'elles ont voyagé ? Est-ce qu'elles ont travaillé ? Est-ce qu'elles ont eu de l'espace pour elles, pour leur propre bien-être ? Et puis, quels ont été les traumatismes de l'histoire familiale qui ont touché les femmes dans ma famille ? Est-ce qu'il y a eu des deuils, des divorces, des trahisons, des abandons, de la solitude, du déracinement, du manque, de la précarité, de la manipulation, de l'isolement ? Déjà, en se posant ces questions, vous pouvez peut-être avoir des choses qui ressortent, peut-être faire le lien et vous dire voilà, quels sont le ou les archétypes avec lesquels vous avez le plus grandi et quels sont ceux qui peut-être manquent à vos représentations inconscientes. L'avantage, l'idée en tout cas de faire un travail sur ces mémoires familiales, ces lignées familiales et principalement les mémoires du féminin, c'est, pour moi en tout cas, c'est vraiment dans le but de se reconnecter à toutes les parts de soi, dans le but de se sentir complète, se sentir entière, complète non pas avec l'extérieur, avec un conjoint ou une conjointe, mais entière avec soi-même. Parfois, on vit dans un monde dans lequel on peut avoir l'impression d'être seul, alors qu'en fait, on n'est jamais seul. Et tout se passe à l'intérieur de nous, avant l'extérieur, avant nos relations, qui évidemment comptent, puisqu'on est des êtres de lien, et on a besoin aussi d'être en lien avec les autres. Mais avant tout, je crois que la relation la plus importante, c'est la relation à soi. Parce que si je suis en incapacité d'être en relation équilibrée, bienveillante avec moi-même, s'il y a des parts de moi que je n'accueille pas, que je n'aime pas, que je rejette, que je ne veux pas voir, que je laisse dans un coin, finalement, comment est-ce que je peux avoir des relations avec les autres qui seront, elles aussi, équilibrées ? Pour moi, c'est pas possible. Et pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Avant de pouvoir avoir une relation aux autres authentique, entière, bienveillante, j'ai besoin d'avoir cette relation-là authentique, entière et bienveillante avec moi-même. Donc ça commence par soi. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. L'autre n'est jamais le problème. S'il y a une relation à l'extérieur qui ne fonctionne pas, qui nous renvoie à quelque chose d'inconfortable, ça invite toujours à aller voir qu'est-ce qui est inconfortable déjà à l'intérieur de soi et quels sont mes mécanismes de relation à moi-même en fait déjà. Comment ça se passe de moi à moi avant de vouloir travailler une relation avec l'autre. Et je crois que moi c'est ce qui m'a le plus aidée sur mon chemin. Le fait d'explorer les mémoires de mes ancêtres, mes mémoires familiales, ça m'a surtout aidé à me reconnecter à moi et à m'accueillir aussi comme j'étais. Et en m'accueillant moi comme je suis, je peux accueillir aussi mon héritage familial tel qu'il est. Je peux dire oui, c'est la fameuse loi de l'assentiment, le fait de dire oui. Je peux dire oui à mon histoire familiale telle qu'elle est, avec ses choses belles, avec ses choses moins belles, avec le bon, avec le mauvais, avec l'ombre, avec la lumière. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a tout ça aussi. Il y a de l'ombre et il y a de la lumière. Donc j'ai vraiment cette conviction que ça commence par soi. Et le fait de se reconnecter à ces parts de soi, c'est déjà faire un pas sur un chemin de guérison qui peut être plus large. Voilà pour cet épisode, ce que j'avais envie de partager en complément au premier. J'espère que tout ça vous donne des clés de compréhension complémentaires. Si vous ressentez le besoin d'aller explorer un petit peu plus en profondeur vos mémoires familiales, et les mémoires familiales peut-être de vos lignées féminines plus particulièrement, je serai très heureuse de vous accompagner sur ce chemin. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.